Quelque part, au-dessus de la Manche, durant l'hiver 1944, un chasseur américain solitaire descendit à travers une ouverture dans les nuages. En dessous, 9 appareils allemands volaient en formation serrée, inconscients de l'ombre qui fondait sur eux. Le moteur du Corsair avait été réduit presque au silence. Son pilote avait peint l'appareil dans des couleurs qu'aucun manuel n'avait jamais autorisées. Le premier pilote allemand à mourir ne vit jamais ce qui le frappa. Le second non plus. Lorsque la formation se disloqua, 3 avions chutaient déjà vers la mer. La question qui hanta les services de renseignement alliés pendant des semaines était simple. Comment un seul avion peut-il devenir invisible dans un ciel ouvert? L'hiver 1944 s'abattit sur l'Europe occidentale avec une cruauté particulière. Des bancs de brouillard roulèrent au-dessus de la Manche, lourds comme de la laine mouillée, s'affaissant dans les vallées et s'accrochant aux haies jusqu'à midi. Lorsque le soleil perçait enfin, il n'apportait guère de chaleur, seulement assez de lumière, pour révéler l'étendue grise d'un continent en guerre. Au-dessus de ce paysage, la guerre aérienne avait atteint une intensité implacable. Chaque jour, des formations de bombardiers américains pénétraient en territoire occupé leurs traînées de condensation, griffant de lignes blanches la stratosphère. En dessous, à moyenne altitude, des chasseurs d'escorte volaient en dispositif protecteur. Plus bas encore, là où les nuages se rompaient et se reformaient des avions de reconnaissance, et des chasseurs bombardiers traquaient des cibles d'opportunité. La Manche servait à la fois d'autoroute et de cimetière. Chaque traversée comportait des risques. Les chasseurs allemands opéraient depuis des bases en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Leurs stations radars ponctuaient le littoral. Les batteries de DCI protégeaient chaque pont, chaque nœud ferroviaire et chaque dépôt de carburant. Pour les pilotes américains, les mathématiques étaient impitoyables. Chaque mission retranchait quelque chose aux chances de survie. La présence du corps des Marines dans ce théâtre d'opération était inhabituelle. La plupart des aviateurs des Marines combattaient dans le Pacifique, où la campagne de saut d'île en île exigeait un appui aérien rapproché et des opérations depuis porte-avions. Mais un petit contingent avait été affecté à des opérations conjointes en Europe, effectuant des missions allant de l'escorte à l'attaque au sol. Ils y apportaient des avions conçus pour une guerre entièrement différente. Le Vought F-FARU Corsair avait été conçu pour les immenses distances du Pacifique. Son énorme moteur, Pratt & Whitney R2800, développait plus de 2000 chevaux, lui donnant la vitesse et le taux de montée nécessaires pour intercepter des chasseurs japonais à très longue distance. Ses ailes en mouette inversées, conçues pour accueillir une hélice massive tout en maintenant un train d'atterrissage assez court pour les ponts des porte-avions, lui conférait une silhouette immédiatement reconnaissable dans n'importe quel ciel. En Europe, le Corsair faisait figure d'exception. La plupart des chasseurs américains au-dessus de la France et de l'Allemagne étaient des P-47 Thunderbolt ou des P-51 Mustangs, des appareils devenus synonymes de la suprématie aérienne alliée. L'apparition du Corsair suscitait la curiosité tant chez les amis que chez les ennemis. Les pilotes allemands étudiaient des planches d'identification remplies de types d'avions américains, mais la forme aux ailes brisées du Corsair était suffisamment rare pour semer la confusion. Une confusion qui allait se révéler déterminante. Le pilote qui allait l'exploiter volait en mission de combat depuis près de 18 mois. Son nom figurait dans les registres d'escadrille et les rapports d'après-mission, même si les détails de ce qui suivit
resterait en partie dissimulé par le brouillard du secret opérationnel et le chaos d'une guerre entrant dans sa dernière année décisive. Voici ce que l'on sait. Dans les semaines précédant la mission en question, il était devenu obsédé par un problème simple. Comment un chasseur, isolé, pouvait-il améliorer ses chances face à des ennemis numériquement supérieurs? La réponse standard était d'éviter complètement ce type d'engagement. Ne combattre qu'avec l'avantage, ne jamais engager seul une formation. Ces principes avaient été inculqués à chaque pilote américain dès l'instruction de base. Mais la guerre n'offre pas toujours des conditions idéales. Parfois, les circonstances conspiraient pour opposer un appareil à plusieurs, une panne moteur, chez un ailier le mauvais temps dispersant une patrouille, une erreur de navigation, ou le chaos d'un combat aérien projetant les pilotes sur des centaines de kilomètres cubes de ciel. Lorsque ces moments survenaient, la doctrine offrait bien peu de réconfort. Le pilote commença alors à étudier toute autre chose. Il étudia la manière dont on le voyait. Si cette histoire vous importe, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous. Avant la guerre, il avait été peintre, non pas un artiste professionnel, mais un jeune homme qui passait ses week-ends avec des toiles et des tubes de peinture, à l'huile capturant des paysages près de la maison familiale, dans la Pennsylvanie rurale. Il comprenait la lumière d'une manière que la plupart des gens ne considèrent jamais, la façon dont le soleil du matin transformait une colline d'un vert uniforme en une tapisserie d'ombre et de reflets, la manière dont le brouillard adoucissait les contours jusqu'à ce que les objets semblent se fondre dans leur environnement, la façon dont l'œil était attiré par le contraste et repoussé par l'uniformité. En 1939, il s'inscrivit dans un petit collège avec l'intention d'étudier l'ingénierie. Le choix pratique, comme l'appelait son père. L'art convenait pour les week-ends, mais un homme avait besoin d'un métier. Le compromis ne satisfaisait personne, mais il apportait une structure à des années durant lesquelles le monde commençait à brûler. Les nouvelles d'Europe arrivaient par fragments, la Pologne tombant en quelques semaines, la France s'effondrant au printemps suivant la Grande-Bretagne, tenant seule face aux bombardements nocturnes. Le jeune étudiant en ingénierie suivait ces événements avec la même fascination distante que la plupart des Américains. La guerre était réelle, mais lointaine. Un océan servait à la fois de barrière et de prétexte. Pearl Harbor mit fin à cette distance. Il s'engagea dans le corps des Marines en janvier 1942, 3 semaines après son 21e anniversaire. Le choix de l'arme était délibéré. Son frère aîné avait servi dans les Marines à la fin des années 1930, et la loyauté familiale comptait d'une manière qui dépassait la logique. La sélection pour l'aviation eut lieu 6 mois plus tard, après que des tests d'aptitude révélèrent des capacités de raisonnement spatial que sa pratique de la peinture avait discrètement développées. L'instruction au pilotage occupa l'année suivante. Formation primaire sur des biplans, Stearman jaune. Entraînement de base sur des appareils plus lourds. Formation avancée sur chasseurs. Chaque phase éliminait des candidats recalés, pour le mal de l'air, recalés, pour des réflexes trop lents, recalés, pour incapacité à supporter la pression psychologique du vol en formation. Le taux d'attrition approchait les 50%. Il franchit chaque sélection avec des résultats corrects sans être exceptionnel. Ses instructeurs notèrent une bonne maîtrise du manche et des pédales, une solide conscience de la situation et une tendance inhabituelle à poser des questions sur les systèmes des avions allant au-delà du programme standard. Ils voulaient comprendre non seulement comment voler, mais pourquoi les avions se comportaient comme ils le faisaient, pourquoi certains schémas de peinture
étaient utilisés, pourquoi les cockpits étaient agencés de telle manière, et pourquoi certains appareils étaient plus faciles à repérer à distance que d'autres. Selon le regard porté sur lui, ces questions faisaient de lui un esprit curieux ou un élément perturbateur. Sa première affectation au combat eut lieu dans le Pacifique, où la guerre aérienne au-dessus de Guadalcanal et des îles Salomon était devenue un affrontement quotidien d'usure. Il vola sur Corsair contre des chasseurs et des bombardiers japonais, apprenant les leçons brutales qu'aucune formation ne peut pleinement préparer un pilote à assimiler. Il apprit que le combat se déroulait plus vite que la pensée, que des décisions prises en fractions de secondes déterminaient qui vivait et qui mourait, et que l'ennemi n'était pas un concept abstrait, mais de jeunes hommes dans d'autres cockpits tout aussi terrifiés, tout aussi déterminés. Il apprit que la survie dépendait souvent de facteurs dépassant le talent, la météo, la chance, la mécanique aléatoire des trajectoires de balles dans l'espace tridimensionnel. Il apprit aussi quelque chose qui se révélerait essentiel plus tard. Il comprit qu'il était plus facile à voir que ses adversaires. Cette prise de conscience survint lors d'une mission au-dessus du Warslot, le Chenal, entre les îles Salomon qui servaient de voie de renfort naval japonais. Son escadrille avait été dirigée vers un convoi signalé pour ne trouver qu'un océan vide. Au retour, un groupe de chasseurs japonais descendit d'une altitude supérieure, ayant apparemment repéré la formation américaine à des kilomètres de distance. L'engagement qui suivit fut bref et indécis. Les deux camps échangèrent des passes sans résultat décisif. Mais dans l'après-coup, lors du débriefing, un détail le tourmenta. Les Japonais les avaient vus les premiers. Ils s'étaient positionnés pour l'attaque avec une précision, suggérant un long contact visuel préalable. Il commença alors à se demander pourquoi les avions américains de 1943 portaient des schémas de peinture conçus par des comités. Le raisonnement derrière ces schémas était logique dans l'environnement stérile des bureaux d'approvisionnement, mais il tenait rarement compte des conditions réelles du combat aérien. Les chasseurs standards de la marine et du corps des Marines recevaient une livrée bicolore, bleu marine sur les surfaces supérieures censées se fondre avec l'océan vu d'en haut, bleu clair ou gris sur les surfaces inférieures destinées à se confondre avec le ciel vu d'en bas. L'insigne national, une étoile blanche dans un cercle bleu, était appliqué sur les ailes et le fuselage, aux emplacements dictés par la réglementation. Ce schéma fonctionnait suffisamment bien pour l'objectif auquel il était destiné. Les navires regardant vers le ciel voyaient des chasseurs défenseurs se fondre dans la couverture nuageuse. Les sous-marins, scrutant l'horizon, distinguaient des formes qui se dissolvaient dans le décor océanique. La peinture avait été conçue pour une bataille essentiellement horizontale où les menaces provenaient de la surface, mais le combat aérien se déroulait rarement sur un seul plan. Les chasseurs montaient et piquaient. Ils viraient et effectuaient des tonneaux. Ils présentaient tous les angles possibles aux observateurs ennemis. Et sous ces angles, le contraste entre les surfaces supérieures et inférieures créait des arêtes visuelles nettes que l'œil humain détectait avec une efficacité remarquable. Le pilote commença à tenir des notes. Après chaque mission, il consignait les conditions dans lesquelles il avait repéré des avions ennemis et celles dans lesquelles il avait été repéré en retour. Il notait l'angle du soleil, la couverture nuageuse, la différence d'altitude et le vecteur d'approche. Il dessinait des schémas des positions des appareils au moment du premier contact visuel. Des motifs apparurent. Les avions se détachant sur un ciel lumineux étaient visibles à des distances extrêmes
Ceux observés sur un terrain sombre devenaient plus difficiles à suivre, mais l'observation la plus intéressante concernait des conditions intermédiaires. Des avions volant à la même altitude, sur des arrière-plans mêlant nuages et ciel bleu, présentaient des niveaux de visibilité très variables selon leur schéma de peinture et leur orientation. Il comprit alors que le problème n'était pas seulement la luminosité. Le problème était le contraste. L'œil humain a évolué pour détecter les arêtes et les frontières. Dans un environnement naturel, ces limites signalent souvent une menace, un prédateur surgissant de la forêt, le bord d'une falaise qui approche. Le système visuel est calibré pour reconnaître des transitions soudaines entre une couleur ou une luminosité et une autre. Le camouflage standard des avions créait involontairement exactement ce type de transition. La ligne séparant le bleu marine et le bleu ciel sur le fuselage d'un corsaire formait une frontière distincte que l'œil pouvait suivre, même lorsque chaque couleur se fondait individuellement dans l'arrière-plan. L'insigne national, l'étoile blanche, indispensable à l'identification, servait de repère à fort contraste visible à des kilomètres. Le pilote commença à comprendre qu'il ne pilotait pas simplement un avion. Il pilotait une cible. Pendant ce temps, la guerre aérienne dans le Pacifique évoluait. Les avancées américaines à travers les îles Salomon et en direction des Philippines avaient été payées au prix du sang. Chaque île conquise apportait de nouveaux terrains d'aviation aux mains des Américains et réduisait l'avantage de portée dont jouissaient les forces japonaises. Mais le coût en appareils et en pilotes restait sévère. Les rapports de renseignement indiquaient que les aviateurs japonais recevaient une formation dégradée. L'attrition des pilotes expérimentés signifiait que les remplaçants arrivaient dans les unités de première ligne avec moins d'heures de vol et une instruction au combat plus limitée. Cela aurait dû conférer un avantage aux Américains, et à bien des égards, ce fut le cas. Mais cela impliquait aussi autre chose. Des pilotes moins expérimentés s'appuyaient davantage sur des compétences visuelles élémentaires. Ils recherchaient les avions par reconnaissance de forme. Ils guettaient les silhouettes et les couleurs qu'on leur avait appris à identifier. Et les avions américains, peints selon leur schéma distinctif, fournissaient précisément ces indices visuels. Le pilote commença à se demander ce qui se produirait si ces indices disparaissaient. L'idée lui vint lors d'une distribution de courrier au printemps 1943. Un colis de chez lui contenait du matériel artistique que sa mère avait réuni à sa demande des pinceaux de petits tubes de peinture à l'huile et un guide de mélange des couleurs qu'il utilisait durant ses années d'université. Ses compagnons de tente supposèrent qu'il comptait peindre des tableaux, peut-être des paysages ou des portraits à envoyer à la maison. L'hypothèse était raisonnable. Beaucoup de soldats occupaient leurs heures libres par des activités créatives. Mais le pilote avait autre chose en tête. Il commença par de petites expériences des morceaux de carton, peints selon divers motifs, observés à distance, sur différents arrière-plans. Il photographia ses essais lorsque la pellicule était disponible afin de comparer les résultats. Il consulta des manuels techniques sur la perception optique et la vision humaine qu'il avait demandés par le système de bibliothèque de l'unité. Les résultats confirmèrent son intuition. Les couleurs unies, même celles qui correspondaient étroitement à l'environnement, créaient des formes distinctes que l'œil pouvait suivre. En revanche, les motifs qui fragmentaient le contour d'un objet perturbant la frontière entre la figure et le fond rendaient cet objet nettement plus difficile à détecter. La nature avait compris ce principe depuis des millions d'années. Les rayures du tigre n'étaient pas aléatoires, elles brisaient la silhouette de l'animal,
face aux lignes verticales de l'herbe et du bambou. Les taches du léopard fragmentaient sa forme dans la lumière tachetée du sol forestier. Le contre-ombrage d'un poisson le rendait presque invisible, vu d'en haut comme d'en bas. Pourquoi les avions devraient-ils être différents? Il présenta ses conclusions à son commandant d'escadrille en juin 1943. L'accueil fut poli, mais sans enthousiasme. Le commandant fit remarquer que les schémas de peinture des avions étaient déterminés par les spécifications du Bureau of Aeronautics. Les pilotes individuels n'avaient pas l'autorité de modifier l'apparence de leurs appareils. De plus, tout marquage non autorisé risquait de poser des problèmes d'identification. Les incidents de tir fratricide étaient déjà trop fréquents. Ajouter un camouflage non standard ne ferait qu'aggraver la situation. Le pilote accepta le refus sans discuter, mais il n'abandonna pas l'idée. Au contraire, il commença à travailler dans les limites qui s'imposaient à lui. Il ne pouvait pas peindre son avion sans autorisation, mais il pouvait étudier le problème de manière plus rigoureuse. Il pouvait recueillir des données. Il pouvait bâtir un dossier qui peut-être finirait par convaincre l'autorité d'écouter. Son transfert vers le théâtre européen eut lieu à la fin de 1943, au sein d'un petit contingent de Marines affecté à des opérations conjointes avec des unités de l'US Army Air Forces. Le déplacement interrompit ses expériences, mais lui offrit de nouvelles opportunités. Les conditions européennes différaient nettement de celles du Pacifique. La météo y était plus changeante. Les terrains offraient des arrière-plans visuels différents. Et les avions ennemis qui l'affrontaient avaient développé leur propre philosophie de camouflage au fil d'années de combat au-dessus de l'Europe. Les chasseurs allemands portèrent des schémas conçus pour des opérations continentales, surface supérieure en gris et vert, nuancées surfaces inférieures en gris clair ou en bleu pâle. Ces motifs avaient évolué par essais et erreurs adaptés aux forêts et aux terres agricoles d'Europe centrale. Les pilotes américains, en Europe, rapportèrent que les avions allemands étaient souvent difficiles à repérer sur le fond du terrain. Les motifs mouchetés brisaient les contours des appareils, d'une manière que les couleurs unies américaines n'atteignaient pas. Le pilote nota cela avec intérêt. Son occasion se présenta en janvier 1944, lorsque son escadrille fut temporairement affectée à un terrain d'aviation avancé dans le sud de l'Angleterre. La base était petite, improvisée, à partir de terres agricoles, avec une supervision administrative minimale. Les équipes de maintenance étaient débordées, concentrées sur le maintien des avions en état de vol, plutôt que sur l'application stricte des règlements de peinture. Il s'adressa au chef mécanicien, responsable de son Corsair, avec une proposition. L'appareil avait subi des dommages mineurs lors d'une mission récente et nécessitait de toute façon des retouches de peinture. Et si ces retouches incluaient un travail supplémentaire, rien qui modifie l'avion de façon permanente, rien qui ne puisse être effacé sur ordre, simplement quelques motifs expérimentaux susceptibles de se révéler utiles en combat. Le chef mécanicien se montra sceptique, mais pas opposé. Il avait servi auparavant comme mitrailleur de queue sur des B-17 avant qu'une blessure au dos ne le cloue au sol, et il comprenait mieux que la plupart des administrateurs les enjeux de vie ou de mort du combat aérien. Si le pilote pensait que cela pouvait l'aider à survivre, le chef mécanicien était prêt à détourner le regard. Les travaux commencèrent la nuit suivante. Le Corsair était installé dans un abri en terre, à la lisière du terrain, partiellement dissimulé par des bâches de toile que le chef mécanicien avait disposées pour masquer les modifications non autorisées. Le pilote travaillait après minuit, lorsque l'activité sur la base
était réduite au minimum et que sa présence près de son propre appareil attirerait peu l'attention. La peinture avait été obtenue par une interprétation créative des procédures d'approvisionnement. Une partie provenait des stocks de retouches pour avions, une autre des fournitures destinées aux véhicules terrestres. Le reste avait été mélangé à partir de pigments, obtenus par troc avec des unités britanniques stationnées à proximité. Le résultat était une palette de gris de vert et de bleu foncé qu'aucune spécification officielle n'avait jamais autorisé. L'approche du pilote s'appuyait sur tout ce qu'il avait appris. Le schéma de base conservait des surfaces supérieures sombres, mais celles-ci étaient désormais fragmentées par des taches irrégulières, de gris plus clair et de vert atténué. Les transitions entre les couleurs étaient tous fondues, plutôt que nettes, éliminant les arêtes dures que ces expériences avaient montré être si visibles à distance. Les surfaces inférieures reçurent un traitement similaire. Au lieu d'un gris clair, uniforme, elles présentaient désormais de subtiles variations de tonalité imitant l'aspect réel d'un ciel, couvert avec des zones de gris plus claires et plus sombres, changeant selon l'angle d'observation. Les insignes nationaux posaient un défi particulier. Ils ne pouvaient être supprimés sans créer de graves problèmes d'identification, mais ils pouvaient être modifiés. Le pilote réduisit les parties blanches à l'aide d'une peinture blanc cassé, diminuant le contraste tout en restant visible pour une identification positive à courte distance. Le cercle bleu fut élargi et ses contours estompés brisant la forme géométrique parfaite que l'œil suivait avec tant d'efficacité. Plus crucial encore, le pilote s'attaqua aux limites mêmes de l'avion. L'aile en mouette caractéristique du Corsair créait une silhouette reconnaissable sous presque tous les angles. Pour perturber cette signature, il appliqua des motifs s'étendant de l'aile au fuselage brouillant, l'endroit où une surface se terminait et où une autre commençait. Sous certains angles, ces motifs faisaient sembler que des portions de l'appareil disparaissaient entièrement, comme si la machine se fragmentait contre son arrière-plan. Les travaux prirent 3 nuits. Au matin du 4e jour, le pilote retira les bâches et examina son avion à la lumière du jour pour la première fois. Le Corsair paraissait étrange, presque faux, comme s'il avait été endommagé ou abandonné. Les motifs produisaient un effet optique troublant, rendant difficile l'appréciation de la forme exacte ou de la taille de l'appareil. À 50 yards de distance, le pilote sentit son regard glisser sur la machine, peinant à s'y accrocher. Il éprouva alors le premier véritable espoir qu'il avait ressenti depuis des mois. Le premier test au combat eut lieu 4 jours plus tard, lors d'une mission de chasse libre au-dessus de la France occupée. Le profil de mission prévoyait que 4 corsaires patrouillant une zone au sud de Calais, engageant des cibles d'opportunité et fournissant une alerte précoce si des formations allemandes étaient détectées en approche du littoral. Les conditions météorologiques de ce matin-là étaient typiques de janvier. Des nuages morcelés entre 8000 et 12 000 pieds, une brume limitant la visibilité à environ 10 000 en altitude, et des ouvertures occasionnelles dans la couche nuageuse révélant les teintes gris-brun des terres agricoles hivernales en contrebas. La patrouille décolla à 08h30 et traversa la Manche sans incident. Au-dessus de la France, la formation s'étala en dispositif de recherche, chaque pilote balayant les secteurs qui lui étaient assignés, tout en maintenant le contact visuel avec ses ailiers. 40 minutes après le début de la patrouille, le chef de patrouille lança une alerte appareil, repérée au sud-est, altitude approximative de 10 000 pieds, cap 140. 9 avions ennemis comptés. La formation semblait composée de chasseurs allemands,
probablement des Focke-Wulf 190. La doctrine standard, dans une telle situation, était claire. 4 appareils, contre 9, représentaient des chances défavorables. La patrouille devait maintenir sa formation, signaler le contact et se replier, à moins que l'engagement ne devienne inévitable. Chercher le combat contre un ennemi numériquement supérieur, surtout lorsque celui-ci bénéficiait d'un avantage de position et d'altitude, violait tous les principes de la tactique de chasse. Mais le chef de patrouille fit un calcul différent. La formation allemande semblait suivre une trajectoire prévisible, probablement en transit entre 2 bases, plutôt qu'en chasse active. Si les Américains pouvaient obtenir l'effet de surprise, ils pourraient infliger des pertes avant que l'ennemi ne parvienne à organiser une riposte cohérente. Il ordonna à la patrouille de monter dans la couche nuageuse supérieure, utilisant la dissimulation pour contourner par le sud-est et se positionner pour une attaque en piqué depuis le soleil. Ce qui suivit démontra à la fois le potentiel et le chaos du combat aérien. Les 4 corsaires pénétrèrent dans les nuages, perdant le contact visuel avec l'ennemi et entre eux. La discipline radio interdisant les échanges constants, chaque pilote navigua de manière autonome, tentant de rejoindre le point de rassemblement assigné où l'attaque devait commencer. Le pilote, au camouflage expérimental, sortit des nuages légèrement en avance et nettement décalé par rapport à sa position prévue. Au lieu de se trouver au-dessus et derrière la formation allemande, il était presque à leur niveau et déporté sur un côté, le nez pointé approximativement, perpendiculairement à leur trajectoire. À cet instant, il fut confronté à un choix. Il pouvait tenter de rejoindre la position d'attaque planifiée, ce qui prendrait du temps, et risquerait de révéler sa présence. Il pouvait appeler le chef de patrouille et demander des instructions, ce qui romprait le silence radio. Ou bien il pouvait attaquer immédiatement seul, en faisant confiance à ses ailiers, pour rejoindre le combat dès que les premiers coups de feu seraient tirés. Il choisit la 3e option. Ce qui se produisit au cours des 90 secondes suivantes devint l'objet d'analyses ultérieures par le renseignement et demeura en partie obscur, même pour ceux qui y avaient participé. Le pilote inclina son corsaire vers la formation allemande, conservant un angle d'approche peu prononcé qui maintenait son appareil détaché sur la masse nuageuse derrière lui, plutôt que sur un ciel lumineux. Il réduisit partiellement les gaz, diminuant la signature sonore de son approche et minimisant l'indice visuel de la fumée d'échappement. Les Allemands ne réagirent pas. Il se rapprocha, à une distance de tir efficace, à moins de 300 yards, avant que la formation ne manifeste le moindre signe de conscience de sa présence. À ce moment-là, son doigt était déjà sur la détente. Les mitrailleuses de calibre .50 du corsaire ouvrirent le feu en une rafale concentrée qui balaya l'élément droit de la formation allemande. L'appareil de tête de cet élément se désintégra partiellement et commença immédiatement à traîner une fumée épaisse. L'ailier qui tenta d'esquiver vira brutalement dans la trajectoire de l'Américain et reçut des impacts au niveau du capot moteur et du cockpit. Lorsque les 7 autres avions allemands entamèrent enfin des manœuvres défensives, le pilote avait déjà traversé la formation et piquait vers la couche nuageuse inférieure. Les autres corsaires arrivèrent quelques secondes plus tard, ajoutant à la confusion. La formation allemande, déjà disloquée par la première attaque, ne parvint jamais à se reconstituer en un groupe défensif cohérent. Des combats tournoyants individuels éclatèrent sur plusieurs kilomètres cubes de ciel, ce type de mêlée chaotique qui favorisait celui capable de conserver le plus longtemps sa conscience de la situation. Le pilote au camouflage expérimental ne réengagea pas immédiatement.
Il tourna plutôt sous la couche nuageuse remontant vers la zone du combat, depuis une direction inattendue. Lorsqu'il rejoignit à nouveau l'affrontement, il trouva les avions allemands survivants, en train de se désengager, piquant vers leur terrain d'origine. Un traînard, un FUV 190, laissant derrière lui une traînée de fumée de glycol provenant d'un système de refroidissement endommagé, peinait à suivre les autres à vitesse réduite. Le pilote se plaça pour une solution de tir et se rapprocha à moins de 200 yards, avant que le pilote allemand ne manifeste le moindre signe de conscience. La rafale fut brève et précise. La traînée de fumée du Focke-Wulf s'épaissit jusqu'au noir et l'appareil entra dans une spirale de plus en plus raide vers le sol. La patrouille se reforma au sud de la zone d'engagement et rentra en Angleterre sans autre contact. Le débriefing révéla l'ampleur complète de ce qui s'était produit sur les 9 avions allemands. Engagé 3 avaient été détruits avec des chutes confirmées. 2 autres appareils présentaient des dommages importants et furent évalués comme destruction probable. Les pertes américaines furent nulles, bien qu'un Corsair soit rentré avec des impacts de balles dans la section arrière du fuselage, conséquence d'un bref échange lors de l'engagement principal. Les officiers du renseignement s'intéressèrent tout particulièrement à un détail. Plusieurs avions allemands étaient repassés à une distance visuelle en aisée du Corsair, au camouflage expérimental sans réagir. Les images des caméras de tir montraient des pilotes allemands regardant en direction de l'appareil américain et semblant ne pas l'identifier comme une menace. Le camouflage avait fonctionné. Les suites de l'engagement de janvier suscitèrent un intérêt à des niveaux bien supérieurs à celui de l'escadrille. 2 semaines plus tard, un officier du renseignement du quartier général de la 8e Air Force se rendit sur la base avancée, accompagné d'un spécialiste civil en ingénierie optique qui travaillait sur des problèmes de camouflage similaires. Ils examinèrent en détail le Corsair, modifié le photographiant sous de multiples angles et dans diverses conditions d'éclairage. Ils interrogèrent le pilote sur son processus de conception et sur ses observations en combat. Ils collectèrent les images des caméras de tir ainsi que les rapports d'après-mission. Leurs conclusions consignées dans un mémorandum, classifié daté de février 1944, reconnaissaient que le camouflage expérimental avait démontré une efficacité mesurable dans les conditions spécifiques de l'engagement de janvier. Toutefois, elle soulignait également des préoccupations majeures quant à la possibilité de reproduire cette approche à grande échelle. Premièrement, les motifs de peinture avaient été conçus pour des conditions environnementales précises. L'hiver européen, avec sa prédominance de ciel couvert et ses couleurs de terrain atténuées, différait sensiblement des conditions tropicales du Pacifique ou des ciels dégagés des missions d'escorte de bombardiers à haute altitude. Un schéma de camouflage optimisé pour un environnement pouvait s'avérer contre-productif dans un autre. Deuxièmement, les insignes nationaux modifiés créaient de véritables risques d'identification. Dans la confusion du combat, les pilotes alliés devaient distinguer l'ami de l'ennemi en une fraction de seconde. Toute modification altérant cette reconnaissance, même légèrement, pouvait entraîner des tirs fratricides dont le coût dépasserait les bénéfices d'une détection ennemie réduite. Troisièmement, les procédures standardisées de production et de maintenance reposaient sur des spécifications de peinture uniformes. Mettre en œuvre un camouflage individualisé pour des milliers d'appareils aurait nécessité des changements d'infrastructures irréalistes en temps de guerre. Le mémorandum recommandait donc la poursuite des études plutôt qu'une mise en œuvre immédiate. Les recommandations n'étaient toutefois pas entièrement négatives. L'ingénieur civil proposa une série d'expériences contrôlées visant à évaluer les principes du camouflage dans des conditions standardisées.
Il suggéra que certains éléments de l'approche du pilote, en particulier la perturbation des contours de l'appareil, par des motifs brisant les frontières entre surfaces, pourraient être intégrés à de futures spécifications sans nécessiter une refonte complète des schémas existants. Ces expériences se poursuivirent au printemps 1944, bien que le pilote à l'origine de l'initiative n'y fût pas directement impliqué. Son unité fut affectée à d'autres missions, menant des opérations d'attaque au sol, en soutien aux préparatifs du débarquement en Normandie. Pendant ce temps, les principes qu'il avait explorés commencèrent à influencer des discussions plus larges sur la visibilité des avions, des rapports de renseignements techniques, en provenance du Pacifique, indiquant que les avions japonais devenaient de plus en plus difficiles à distinguer sur certains arrière-plans, suggérant une amélioration du camouflage ennemi. Les chasseurs de nuit allemands avaient donc adopté des surfaces inférieures sombres, les rendant presque invisibles lors des interceptions nocturnes. La réponse américaine évolua en conséquence. De nouvelles spécifications de peinture publiées, à la mi-1944, intégrèrent les enseignements tirés des expérimentations de terrain, notamment des dégradés subtils de couleurs de surface, réduisant le contraste sous des conditions d'éclairage variables. L'analyse statistique de ces changements s'avéra difficile. Trop de variables influençaient les résultats des combats pour qu'un facteur unique puisse être isolé. Mais des témoignages anecdotiques de pilotes suggéraient que les nouveaux schémas réduisaient la distance à laquelle les avions américains étaient détectés pour la première fois par les observateurs ennemis. Le pilote lui-même effectua 37 missions de combat supplémentaires avant la fin de la guerre en Europe. Son appareil personnel conserva le camouflage expérimental tout au long de cette période régulièrement rafraîchie par le même chef mécanicien compréhensif qui avait permis la modification initiale. Les rapports d'après-mission de ces sorties montrèrent des résultats globalement conformes aux moyennes de l'escadrille. Le pilote ne se distingua ni par des succès spectaculaires, ni par une malchance particulière par rapport à ses pairs. Ce que ces rapports ne capturaient pas en revanche, c'était le nombre d'engagements qu'il évita entièrement, parce que les avions adverses ne détectèrent jamais son approche. Certains éléments suggèrent que ce nombre fut significatif. Les interrogatoires de prisonniers allemands menés après la guerre contenaient parfois des références à des rencontres avec des chasseurs américains qui semblaient en surgir de nulle part, attaquant sans avertissement depuis des positions inattendues. Les types d'avions mentionnés variaient, mais les descriptions faisaient souvent état d'une confusion quant à l'origine de la menace. Le brouillard de la guerre obscurcissait nombre de ces détails. Les combats individuels étaient rarement documentés des deux côtés. Les expériences des pilotes, qui ne survécurent pas, ne purent jamais être consignées. Ce qu'il en resta ne fut que des fragments assemblés par des historiens au fil des décennies suivantes. Le pilote rentra en Pennsylvanie en septembre 1945. Il était l'un des millions de militaires américains retournant à la vie civile. Il termina ses études d'ingénierie grâce au GI Bill et accepta un poste chez un constructeur aéronautique, travaillant sur des systèmes n'ayant rien à voir avec le camouflage. Il parlait rarement de ses expérimentations en temps de guerre. Le caractère classifié des rapports de renseignement auxquels il avait contribué a peut-être influencé cette discrétion. Ou peut-être, comme beaucoup de vétérans, préférait-il simplement ne pas revenir sur une période de sa vie marquée par la violence et la perte. Ses dossiers personnels témoignent d'une carrière d'après-guerre conventionnelle, mariage en 1948, enfant né en 1950 et 1953, promotion, reflétant une compétence solide, sans éclat particulier,
retraite en 1982 d'une entreprise absorbée par un conglomérat plus important une décennie plus tôt. Le Corsair qu'il avait modifié fut ferraillé peu après la guerre. Son schéma de peinture expérimentale ne fut jamais documenté publiquement, à l'exception de photographies classifiées conservées dans des archives gouvernementales. Ces images furent finalement déclassifiées dans les années 1980, mais à cette époque, peu de personnes comprenaient encore leur véritable portée. L'héritage plus large de son travail se révéla bien plus important que ce qu'un dossier individuel pouvait capturer. Les principes qu'il avait identifiés, la rupture des contours, l'adoucissement des transitions de couleurs, l'importance de l'angle d'observation et des conditions d'arrière-plan, devinrent fondamentaux dans la conception du camouflage aéronautique au cours des décennies suivantes. Les technologies furtives modernes prolongent ces principes dans des domaines qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Les matériaux absorbant les ondes radar et les géométries angulaires accomplissent dans le spectre électromagnétique ce que sa peinture accomplissait dans le spectre visible. L'objectif demeure le même être présent, sans être perçu, occuper l'espace, tout en refusant aux observateurs les informations nécessaires pour localiser et engager. Mais l'élément le plus humain de son histoire transcende entièrement la technologie. Il vit un problème que des experts avaient ignoré. Il poursuivit une solution par une observation patiente et une expérimentation méthodique. Il accepta le rejet de l'autorité sans renoncer à sa conviction. Et il testa ses idées dans le laboratoire le plus exigeant, qui soit l'arène impitoyable du combat, où l'échec signifiait la mort. Ce schéma se retrouve tout au long de l'histoire de l'innovation militaire des individus, remarquant l'écart entre la doctrine officielle et la réalité observée. Des expériences non autorisées, menées en défiance de la prudence bureaucratique. De petites modifications qui se diffusent au sein des organisations à mesure que leur efficacité devient indéniable. La contribution spécifique d'un pilote de Marines, doté d'une sensibilité artistique à la lumière et à l'ombre, ne peut être mesurée avec précision. La guerre produisit des millions d'histoires de ce type, des intuitions individuelles qui s'accumulèrent en un progrès collectif par des mécanismes trop complexes pour être contenus dans un seul récit. Ce que l'on peut dire est plus simple et peut-être plus important. Dans un ciel rempli de machines conçues pour tuer un homme, posa une question que d'autres n'avaient pas pensé à poser. Pourquoi suis-je si facile à voir? La réponse qu'il trouva sauva des vies, peut-être la sienne. La méthode qu'il utilisa, une curiosité disciplinée par les faits et éprouvée par le courage, offre un modèle qui dépasse de loin une guerre particulière ou une technologie spécifique. Il mourut en 1994, se souvenant de lui comme d'un homme discret, peintre de paysages, durant sa retraite. Ses tableaux étaient sans prétention des représentations compétentes des campagnes de Pennsylvanie qui décoraient les murs des maisons de ses proches. Aucun musée ne les collectionna, aucun critique ne les loua. Mais ceux qui regardèrent ses œuvres attentivement remarquaient quelque chose d'inhabituel. Les peintures contenaient des zones où les objets semblaient se dissoudre dans leur arrière-plan des contours, que l'œil ne parvenait pas tout à fait à suivre des formes n'émergeant qu'après une observation prolongée. L'artiste n'avait jamais cessé de voir le monde comme un problème de visibilité et de dissimulation de lumière, et d'ombre de présence et d'absence. En fin de compte, c'est cela que requiert la survie. La capacité de percevoir ce que d'autres manquent, la sagesse d'agir sur cette perception, malgré le doute et l'humilité de reconnaître que chaque solution engendre de nouveaux problèmes. Chaque réponse appelle de nouvelles questions.
Chaque moment de clarté se dissout dans le brouillard suivant de l'incertitude. Il vit ce que les autres ne virent pas, et pendant quelques secondes décisives, au-dessus de la France, occupait ce que les autres ne purent pas voir. C'était lui.